crois que le titre de mon intervention, c'est celle que j'ai donnée à mon livre. C'est La guerre des civilisations n'aura pas lieu si je ne m'abuse. Je ne sais pas si vous avez vu sur le... Comment? Il y a un point d'interrogation. D'accord. Moi, il n'y a pas de point d'interrogation. Enfin, pas dans le titre. Donc, quand on pose la question de ce que c'est qu'une civilisation, on est obligé de revenir à des définitions assez classiques. Qu'est-ce que c'est qu'une civilisation? Une civilisation, c'est le fait de partager un imaginaire, d'avoir un imaginaire commun. Un imaginaire commun, c'est-à-dire en gros avoir viser pas les mêmes choses, mais avoir une esthétique commune, fonctionner d'une manière cohérente ensemble, avoir un système de droit relativement cohérent aussi, et surtout avoir un langage qui, de plus en plus, un langage au sens linguistique, mais au-delà de ça, un langage commun, à travers lequel il existerait ce qu'on appelle une intercompréhension. Mais ce qui constitue une civilisation, finalement, à la base, c'est un espace de communication. Quand on n'était pas capable d'aller très vite d'un point à un autre sur une zone relativement étendue, bien la limite de la civilisation, c'était ça, souvent ça. Puis progressivement, lorsque deux tribus, par exemple, ont pu avoir des communications entre elles, avec des systèmes de communication à cheval, ou tout ce que vous pouvez imaginer, eh bien, obligatoirement, ça engendrait des échanges. Et ces échanges, pour ces échanges, on a besoin justement de communiquer, d'avoir un langage commun. Et si on n'avait pas un langage commun au départ, progressivement, on finit par avoir un langage commun. La guerre même, entre deux sociétés, participe à la construction d'une civilisation commune, paradoxalement. Parce que dans la guerre aussi, on communique. La guerre, c'est aussi une forme de communication. Donc, il y a un petit chapitre, d'ailleurs, dans le livre, que j'ai appelé « Le regard de l'extraterrestre ». Si des extraterrestres, par hypothèse, se mettaient à observer notre planète, je gage qu'ils considéreraient que c'est une civilisation globale. Ils ne comprendraient même pas pourquoi on parle de plusieurs civilisations. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, un des endroits au monde où il y a le plus de Père Noël à Noël, c'est quand même à Téhéran et à Pékin. C'est pourtant pas une tradition reconnue comme étant foncièrement chinoise, les Pères Noël, et pas une tradition reconnue comme étant foncièrement musulmane chiite. Je vous rappelle qu'on a quand même un langage commun, qu'on le veuille ou non, qui est devenu au moins le langage des affaires, comme il existait le latin qui était un langage d'élite à l'échelle européenne durant le Moyen-Âge, qui est l'anglais, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on résiste, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. La question, c'est pas d'être pour ou contre dans l'immédiat. Ça veut dire qu'on a aussi des vitesses de communication, transfert de personnes, on pourrait dire même, il y a 3 types de mobilité aujourd'hui à l'échelle planétaire, qui montrent bien qu'on est dans une civilisation globale. Après, on peut poser la question de ce que ça peut vouloir dire, civilisation globale. Civilisation sur le globe. Le premier type de mobilité, c'est la mobilité la plus lente et la plus contrainte, c'est la mobilité humaine, qui se manifeste par 2 types de mobilité. Soit la mobilité, en gros, de ceux qui partent des pays les plus nantis, on va dire nord-sud, même si ce n'est pas exactement ça, c'est le tourisme. Puis il y a la mobilité sud-nord des pays pauvres vers les pays riches, c'est l'immigration. C'est la plus contrainte parce qu'il y a encore le jeu des visas des États-nations qui, par inertie historique, résistent à cela. Pour des raisons diverses et variées, qui peuvent être la projection d'intérêts nationaux. Premier type de mobilité. Vous avez un deuxième type de mobilité qui est beaucoup moins contrainte et qui est beaucoup plus rapide. C'est la mobilité matérielle. C'est-à-dire que, effectivement, la mobilité des objets qui sont fabriqués à un endroit de la planète, mais en même temps, les usines sont possédées par des gens qui habitent encore à un autre endroit de la planète, et ensuite ils sont consommés à un autre endroit de la planète. Ouais.
Vous parlez de division internationale du travail, même division internationale de la production industrielle, du transfert des biens et services. Échec basique. Je dis bien des biens et services, du point de vue commercial, au point que vous pouvez avoir des individus qui sont en Tunisie et qui vous répondent au téléphone parce qu'ils sont la hotline d'une société d'électroménager, qui est pourtant une société française. Et vous trouvez habiter en Suisse. Des triangulations comme ça, aujourd'hui, qui sont banales à l'échelle planétaire et vous ne savez même pas que ces gens sont. C'est le deuxième type de mobilité. Et puis vous avez un troisième type de mobilité qui est le plus important. La plus importante en termes de flux, et la plus importante aussi en termes de construction d'une civilisation globale. C'est ce qu'on pourrait appeler la mobilité informationnelle. Parce que la mobilité informationnelle, ce n'est même plus de la mobilité au sens d'un déplacement, aujourd'hui. Déplacement, ça veut dire qu'on met un certain temps pour aller d'un point à un autre, comme la mobilité matérielle. Des transferts qui s'effectuent, les transferts matériels à l'échelle planétaire, et comme la mobilité humaine, c'est-à-dire que même si c'est de plus en plus rapide, il faut quand même prendre l'avion pour y aller. Il y a des procédures, toute une série de choses à faire. Là, on n'est plus dans une mobilité au sens d'un déplacement, on est dans ce que j'appelle, dans mon livre Infiniment fini, qui va se finir par se finir, que j'appelle les espaces déterritorialisés de désir. C'est-à-dire que ça constitue non pas un déplacement, mais ça constitue des espaces, en quelque sorte, qui ne sont pas liés à un territoire en particulier, on ne sait pas très bien où c'est, mais où les gens se rencontrent dans cet espace informationnel, qui est un espace en tant que tel. On va avec Facebook, on va avec, de manière générale, Internet. Et ce qui fait une civilisation, c'est le partage des désirs, le partage des fantasmes en latin, c'est-à-dire des images. On a des images communes, on raconte des histoires communes, même si on ne se situe pas au même endroit par rapport à ces images. C'est-à-dire que ça peut être l'objet d'attraction, et puis ça peut être l'objet de répulsion, ce qui, au contraire, est l'objet d'attraction pour nous. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans ce que j'ai essayé d'expliquer, puisque j'étais auditionné par la commission parlementaire sur la surveillance des filières et individus djihadistes, c'est le nom complet, je parlais, au même titre qu'il y a des espaces déterritorialisés de désir, eh bien, il y a aujourd'hui la constitution, c'est une sorte de marché de désir, avec le Dalai Lama, qui constitue un espace déterritorialisé de désir, des gens qui projettent. Partout sur la planète, qu'ils soient au Tibet ou qu'ils ne soient pas au Tibet, il y a une sorte de, on pourrait dire, de déterritorialisation du Tibet. Le Tibet devient une image, un fantasme, quelque chose qui est vécu ici. Peut-être plus qu'au Tibet même, où c'est finalement plus difficile. Et à côté de ça, on a aussi un marché de la terreur. Tiens, je vais même évoquer ce point, puis je repartirai ensuite sur les espaces déterritorialisés de désir, parce que c'est en plein dans l'actualité. On nous dit, Manuel Valls dit, qu'il y aurait une guerre, justement, c'est cette idée de guerre de civilisation, une guerre, une opposition frontale entre des valeurs, des cultures qui ne peuvent pas comment dire, se croiser. Alors que ce qui est en jeu, en particulier, je crois, depuis le début des années 2000, en matière de terrorisme, en particulier en l'appliquant au terrorisme, c'est la constitution d'un marché, ce que j'appelle un marché global de la terreur. Un marché global de la terreur qui fonctionne dans le capitalisme global comme une marque d'habit, comme une franchise hôtelière. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est pour ça que je parle de franchise hôtelière ou de marque d'habit, vous allez avoir une franchise qui va être Al-Qaïda. C'est une image particulière, Al-Qaïda. Avec une charte de la terreur. Et cette franchise, cette marque, va occuper quasiment de façon monopolistique ce marché. Donc ça va devenir désirable pour une multitude d'individus à l'échelle de la planète, dans la mesure où ils sentent une frustration, dans la mesure où ils ont un certain nombre de revendications. Et lorsqu'ils ont ces revendications,
il se trouve être au Mali, il se trouve être au fin fond de je ne sais où. Ils savent que sur ce marché global de la terreur, qui fonctionne dans le grand bain, ce que j'appelle le grand bain informationnel. Au passage, pourquoi est-ce que j'appelle ça le grand bain informationnel? C'est parce que justement, je disais, on n'est plus dans une mobilité qui est une mobilité du déplacement, mais on est dans une mobilité ondulatoire. C'est-à-dire que c'est comme si on était dans un grand bain. Quand il y a un événement à un endroit de la planète, comme c'est instantané, c'est comme si une pierre, on s'est tombé une pierre dans un endroit, et ça fait immédiatement des ondes qui se répercutent ici, comme si c'était ici, mais avec toute la déformation ondulatoire. Ça veut dire qu'un individu qui se représente comme il se trouve être d'origine maghrébine, il se représente lui-même, parce qu'on projette aussi cette image sur lui, à un certain niveau, c'est-à-dire c'est un jeu qui est systémique, ça forme système, cette mise en scène. Il se représente comme étant solidaire, sans distance, vis-à-vis de la cause palestinienne. Donc il le ressent de façon émotionnelle. Et qu'en même temps on projette l'image de lui qui serait comme si c'était un Palestinien de l'intérieur, certains font ça. Donc lui, il intériorise aussi cette position-là. Lorsqu'il y a une bombe qui éclate à Gaza, comme c'est instantané, c'est-à-dire qu'il l'entend presque dans le téléviseur ou immédiatement sur Facebook, etc., c'est comme si ça explosait dans son jardin. Et immédiatement, il y a des jeux de suspicion, des guerres, de positions identitaires, de suspicion vis-à-vis du voisin, qui, si ça se trouve, comme il a un nom qui fait un peu juif, il me regarde bizarrement, et si ça se trouve, il est sioniste. Donc il est forcément, et en même temps, le voisin, lui-même, parce qu'il se représente comme tel, peut aussi jouer ce jeu-là, et progressivement, on met en place une mise en scène avec des individus qui jouent des rôles et qui parfois surjouent des rôles. Dans leur désarroi. Dans une situation où on vit dans un monde qui est sans distance, de ce point de vue-là, avec des formes de déformation dans le grand bain informationnel, avec des événements, et puis avec des mises en scène d'événements dans une exhibition globale qui passe par les médias. Alors je vous disais, qu'est-ce que ça produit dans le grand marché, enfin dans ce espèce de marché global de la terreur, avec des parts de marché, comme dans un marché. Eh bien, il y a des filiales qui surgissent, qui savent que comme Al-Qaïda, c'est une image qui vous permet immédiatement d'être connu, c'est-à-dire immédiatement vos revendications vont être entendues parce que vous allez faire peur, parce que vous faites partie d'Al-Qaïda. Donc il y a des groupes qui, à un moment ou à un autre, parce qu'ils ont des conflits territoriaux, des conflits qui sont peut-être interindividuels, des conflits de frontières, des conflits qui sont multiples et variés, à un moment donné, on dit « Ah, je suis Al-Qaïda au Maghreb islamique. » Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et pouf, on va voir surgir ce groupe, ce qui permet à Al-Qaïda d'exister, justement, qui va finalement devenir de plus en plus une franchise avec une charte, mais pour il faut correspondre à certains critères. Il faut s'habiller d'une certaine manière, il faut se comporter d'une certaine manière. Il faut terroriser les gens d'une certaine manière. Et à ce moment-là, immédiatement, on est entendu, on passe sur CNN, et on a sa part en tant que filiale. C'est ce qu'a très bien compris, mieux qu'Al-Qaïda, Daesh. Ils ont très bien compris. Comment on fonctionne sur un marché? Sur un marché au sens économique du terme, justement, quand on a une marque d'habits, ou quand on a une marque de n'importe quoi. Il y a deux manières de prendre le marché, de prendre des parts de marché. La première, et là, Daesh a fait les deux à la fois, quand même fort. La première, c'est d'aller plus loin, dans ce qui fait la spécificité du marché. Là, c'est la terreur. Donc, il faut aller plus loin dans la cruauté exhibée, des choses que n'aurait pas osé faire le groupe. Donc, la mise en scène d'exécution sur YouTube, immédiatement échelle planétaire. Et en même temps, deuxièmement, il faut trouver une originalité, c'est-à-dire une griffe, quelque chose de particulier que n'a pas le concurrent. Il faut aller plus loin sur ce qui fait la spécificité du marché dans son ensemble, et ensuite il faut trouver une niche spécifique que n'a pas le concurrent, une originalité. Et là, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Ah, et bien sûr, 90, même plus 92% des musulmans sur la planète sont sunnites. Nous nous inscrivons sur un territoire où nous savons qu'il y a une majorité d'individus qui se trouvent être sunnites, mais gouvernés par une minorité chiite. Donc il y a de la frustration. Il y a des luttes tribales qui sont liées à ce type d'opposition.
Donc la niche, c'est quoi? C'est le vrai islam, rien que l'islam, Al-Qaïda. Non, non, là, ça sera le vrai islam n'est que le sunnisme. Et paf, on a l'originalité, on a la niche, on arrive à prendre des parts au niveau local, et comme c'est un conflit, comme c'est local, immédiatement, on ne devient plus désirable à l'échelle planétaire sur le marché global de la terreur, grâce à ces deux techniques. Et ça marche parfaitement. En plus, on utilise des méthodes plus adaptées que ce qu'utilisait Al-Qaïda, parce qu'Al-Qaïda, c'était encore le produit de l'islamisme, c'est-à-dire de l'islam politique, de la version, on aura peut-être le temps d'en parler, je ne sais pas si j'aurai le temps, de la version de cette espèce d'un certain type de terrorisme islamique qui se développe à l'extrême fin des années 70, qui commence à l'extrême fin des années 70, pas avant, ce qu'on dit, et qui se déploie vraiment dans les années 80-90, à la faveur de toute une série d'événements, à la fois géopolitiques, internes à l'islam et géopolitiques, et qui donc, lui, a un terrorisme idéologisé, très construit du point de vue idéologique. Là, on a un terrorisme qui est de moins en moins construit du point de vue idéologique, et qui fonctionne, comme je vous disais, avec une logique de marque. Et d'ailleurs, qui ne s'adresse pas à des gens qui sont endoctrinés, il ne s'adresse pas à des gens qui pratiquent l'islam, il ne s'adresse pas aux communautés musulmanes. Ce Daesh ne s'adresse pas à eux. La preuve, la propagande de Daesh, lorsqu'elle est destinée à la France, elle se fait en français, elle ne se fait pas en arabe. Ça veut dire qu'elle s'adresse à des gens qui n'ont pas forcément même accès à la culture dite arabo-musulmane. C'est-à-dire aux nouvelles générations, qui sont dans une posture très particulière vis-à-vis de leur situation dans la société dans laquelle ils sont, la société européenne, française, qui s'adressent en gros aux gens qui se sentent stigmatisés. Ce n'est pas la question de dire si à tort ou à raison, puis d'entrer dans une sorte de débat sempiternel, où on va laisser passer ses propres frustrations et ses propres préjugés. Moi, je ne fais que constater. Quand on regarde le portrait robot des djihadistes, je ne dis pas ça ni par naïveté, ni par islamo, comment on pourrait dire, philie, ou je ne sais quoi. Leur point commun, ce n'est absolument pas leur rapport à l'islam, ce sont des gens qui n'ont, on pourrait dire, aucun rapport avec l'islam. Alors vous dites, ah, là il exagère quand même, parce que c'est quand même des gens qui se revendiquent de l'islam. J'anticipe sur les questions. C'est des gens qui se revendiquent de l'islam, vous ne pouvez pas dire le contraire. Ça serait pas autre chose, ils ne se revendiqueraient pas du bouddhisme, ça c'est sûr. Ça on pourra en discuter. Ils se revendiqueraient pas du bouddhisme. Si on est dans des conditions particulières. Mais, ce qu'on remarque, juste, petite parenthèse, moi j'ai défendu devant la commission parlementaire que ce n'était ni un problème de radicalisation, qui peut poser d'autres problèmes, la radicalisation, ni un problème de communautarisme, c'est-à-dire les deux visées essentielles qui viennent comme ça, au premier abord, on dit c'est ça le problème. Même des parlementaires UMP qui n'étaient pas du tout acquis à ce que j'ai expliqué, à la fin étaient quand même d'accord avec ce que j'ai expliqué. Ce qui fait qu'ils ont eu la présence d'esprit et le recul d'écouter jusqu'au bout ce que j'avais à dire. D'ailleurs, il y a le député du... Je ne sais pas, c'est le député qui m'a demandé de le faire. Mais comme je ne me souviens plus de son nom, je crois que c'est de la région. Parce qu'il a assisté au machin. Cela dit, passons. Quand on regarde les profils, on nous dit, ah, ouais, non, mais ce sont des gens d'origine musulmane. Et ça ne veut rien dire. La preuve, il y a 20% d'individus qui s'appellent Pierre, Paul, Jacques, qui peuvent être blancs aux yeux bleus, venir de la Bretagne profonde, voire de la Normandie, et qui y vont. Alors on dit, ouais, mais c'est une exception, parce que c'est seulement 20%. Non, c'est pas une exception, parce que c'est 20%. Déjà 20%, c'est pas une exception, déjà. Ensuite, s'il y a 80% chez les autres, c'est parce que justement, chez les individus qu'on va dire théoriquement d'origine musulmane, sont des individus qui sont dans des conditions socio-économiques très particulières où ce sentiment de stigmatisation est plus fort. Et je ne dis pas, je ne suis pas en train d'excuser, de dire plus, moins, etc. Je parle des faits. C'est pas le... Mais quand on approfondit justement et qu'on regarde ce que sont ces gens, ce qu'ils ont fait dans leur vie, par où ils sont passés, ce que nous on fait à l'Observatoire du religieux, c'est-à-dire qu'on fait leur biographie, on se rend compte qu'ils font partie de milieux les moins pratiquants. Vous
pouvez me donner tous les exemples des gens qui ont commis des attentats aujourd'hui, tous. Vous prenez les frères Kouachi, milieu d'origine algérienne, c'est-à-dire justement les plus sécularisés. C'est là où, parce que c'est les plus sécularisés. Hein. Le père absent, ou les pères absents, il y a encore un doute sur la chose. La mère décédée pour cause de prise outrancière de médicaments, qui, paraît-il, pratiquait la prostitution pour finaliser ses fins de mois, pour arriver à subsister. On ne peut pas dire que ce soit un milieu de pratiquants musulmans intenses. Vous prenez Koulibaly, c'est pareil, un individu qui, quelque temps avant avoir glissé dans le djihadisme, se faisait photographier avec des gros muscles saillants, avec sa copine, pas très musulman. Juste avant, avait été inculpé dans une affaire de pornographie, de pédopornographie, avec son copain Kouachi, pas très musulman dans l'esprit, et même dans la pratique. Pas très salafiste, je vous garantis, parce que par ailleurs, on étudie le mouvement salafiste, ça n'a rien à voir. Donc ça veut dire qu'on a des individus qui, à un moment donné, effectivement, sautent directement dans le djihadisme, dans le cadre de ce marché global de la terreur, et que ceux qui s'adressent à eux n'ont pas à les endoctriner, ils n'ont pas besoin de ça. Dans les années 80-90, on avait besoin d'endoctrinement. C'était l'islamisme, soit l'idéologie politique, soit le côté endoctrinement, effectivement, avec des interprétations qui pouvaient passer du fondamentalisme jusqu'au salafisme, que truc, et puis après, vraiment quelque chose. Là, c'est pas le cas. Ils n'ont absolument pas besoin de ça, ils ont déjà le désir de violence. Ils n'ont pas besoin de ça. Mais comme, justement, ça fait partie de la panoplie du djihadisme d'être musulmans, ils deviennent musulmans a posteriori, une fois qu'ils ont sauté dans le djihadisme, ce qui n'est pas exactement pareil. Ça veut dire que ce n'est pas un processus d'intensification de la foi, d'intensification de l'interprétation, d'endoctrinement qui progressivement vous fait glisser vers le passage à l'acte. C'est le désir de passer à l'acte qui vous fait sauter sur le djihadisme. Et une fois que vous êtes djihadiste, vous faites le fondamentaliste parce que ça va avec. C'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez le fondamentaliste. Et c'est ce qu'on a vu exactement avec Koulibaly, de buteur musclé qui, dans sa cellule, mettait l'affiche de Miami Vice et qui se la jouait le type pour qui tout est permis, qui se faisait photographier à l'Élysée, qui a photographié Nicolas Sarkozy, qui était fier de son truc, et qui est, dans cette logique, le point commun de tout cela, c'est-à-dire les rêves déchus, il saute dans le djihadisme, pourquoi? Parce que le type qui lui est un vrai idéologue, pour le coup, il y a la jonction avec l'ancien djihadisme, qui lui est un vrai idéologue, qui va rencontrer sur Internet, et ensuite qui va rencontrer en vrai, et qui va lui faire rencontrer d'autres personnes qui éprouvent la même chose que lui, constituant une communauté qui n'est pas du communautarisme musulman, mais une sorte de nouvelle communauté de ces gens qui sont dans cette logique de revanche sociale. Eh bien, on va lui dire quoi? On va lui dire, tu vois, parce qu'en général, ce sont des gens qui ont tout le temps leurs caractéristiques, qui ont qui n'ont pas réussi leur processus d'individuation, c'est-à-dire exister en tant qu'individu, qui n'ont pas réussi à s'identifier à des figures fortes, qui veulent devenir des héros, qui veulent devenir célèbres. Vous faites aussi le lien, vous vous rendez compte, ils veulent devenir soit des rappeurs, soit une star, soit un footballeur, soit même légionnaire, comme Mohamed Merah. Alors évidemment, il a été refusé dans la Légion, ce que je peux comprendre, il n'avait pas l'air très équilibré. Je comprends qu'il ait été refusé dans la Légion. Néanmoins, ensuite, il est devenu légionnaire de l'islam. Manuel Valls, il dit dans légionnaire de l'islam, ce qui est important, c'est l'islam. Moi, je dis non. Dans légionnaire de l'islam, ce qui est important, c'est légionnaire. Parce qu'il aurait pu devenir légionnaire de n'importe quoi. Sauf que, compte tenu de la situation actuelle dont on reparlera, ben, il ne lui restait plus que ça. Dans la mise en scène de sa vie qui devait signifier quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit tout ce que tu as vécu comme difficulté, à tort ou à raison, en tout cas que tu perçois comme étant le regard de ceux qui pensent qu'ils sont des vrais Français de souche sur moi, etc. Tout ce que tu as vécu, tous tes échecs, ton incapacité finalement
à devenir ce que tu voudrais être, à raconter quelque chose de positif dans ta vie, ben tout ça, non seulement ce n'est pas de ta faute, on le dit, mais en plus c'est une chance. Renversement du stigmate négatif en stigmate positif, c'est un truc typique, qui marche avec tout le monde, on peut le refaire 10 fois. N'importe quel ado qui assume mal son passage à l'âge adulte, il n'a absolument pas besoin de doctrine islamique ou autre. Vous lui dites, et c'est ce rêve qui est tout le temps, qui est au cœur même de l'individuation des individus, qui est au cœur même de ce qu'est l'homme, à vrai dire, on pourra en discuter, j'ai beaucoup travaillé aussi sur ce genre de choses, c'est que l'homme a besoin de se raconter quelque chose de positif qui donne un sens à cette espèce de laps de temps entre sa naissance et sa mort, qui donne un sens à une continuité, qui permet de raconter quelque chose de positif. Dans la manière même de s'habiller, on raconte toujours quelque chose. Quand on porte des lunettes d'une certaine manière, c'est pas seulement pour y voir mieux. D'ailleurs, on dit, ah, j'aime bien ces lunettes parce qu'elles me ressemblent. Qu'est-ce que ça veut dire? Elles ressemblent à qui? Elles ressemblent à ce que je veux raconter de moi. Donc on est en permanence dans une sorte de structure schizoïde, dans la manière même de s'habiller, d'être. C'est-à-dire qu'on raconte en permanence ce qu'on voudrait être, ce qu'on est, en s'habillant, en marchant d'une certaine manière, on joue un jeu, on est tout le temps sur cette scène. Eh bien, lorsque cette mise en scène positive, parce qu'on n'a pas la profession qu'il faut, parce qu'on ne fonctionne pas, parce que ça ne fonctionne pas, et souvent c'est très difficile, ça peut ne pas marcher, en période de crise économique et sociale, c'est encore plus difficile, et qu'en plus on est fragile psychologiquement, parce qu'on a eu ce type d'enfance que je décrivais préalablement, sans rien excuser, encore une fois. Il ne faut pas m'accuser, il veut excuser, il ne veut pas excuser quoi que ce soit. Juste, voilà. Et bien à ce moment-là, le recruteur de Daesh, il ne vous endoctrine pas, il vous embrigade. C'est pas pareil. Il n'a pas besoin de vous endoctriner. Il vous dit juste, c'est encore même mieux, c'est-à-dire tout ce que tu as vécu, ce sont les épreuves qui prouvent que tu as été choisi. Et c'est exactement ce que tout le monde veut. Tout le monde veut ça, avoir été choisi. Choisi, on ne sait pas exactement pourquoi, on ne sait pas exactement par quoi, mais on est prêt à dire, ok, si j'ai été choisi, c'est bon. À quoi? Vas-y, dis-moi. Montre-moi où. Tu t'habilles comme ça, tu m'as, oui, ok, je suis choisi. Alors nous, effectivement, on réagit, on régule, parce qu'on sait qu'on a été choisi pour d'autres choses, parce qu'on est... Mais quand on a un sentiment qui restait rien, il y a des gens qui me disent que j'ai été choisi, alors que je suis rien, je deviens tout, non seulement tout, mais je deviens plus que. Je deviens plus que ceux qui me complexaient. Je suis au-delà de, je suis plus que. Et à ce moment-là, c'est l'entraînement, c'est directement l'entraînement. Et l'islam n'est pas valorisé en tant que doctrine à ce moment-là. L'islam est valorisé en tant qu'entraînement au djihad. Donc il n'y a pas un glissement dans la radicalisation. C'est ce que j'ai expliqué à ces braves gens. Le ministre de l'Intérieur a plus ou moins compris, puisqu'il a fait une vidéo à la suite, dans laquelle il ne prononce pas une seule fois, il n'est pas prononcé une seule fois le mot islam, ni islamisme, ni radicalisation, ni communautarisme, enfin tous ces trucs qu'on n'arrête pas de ressasser, en particulier depuis les années 2000. Mais on dit voilà, vous rêvez ça, vous pensez que vous allez être des héros, vous pensez que vous allez faire ça, que vous allez mettre vous allez être presque des héros de bande dessinée. Et bien en fait, voilà ce que vous allez trouver. C'est l'horreur, ce que vous allez trouver. Vous rêvez ça, c'est encore l'horreur, ce que vous allez trouver. Vous rêvez ça, et c'est encore l'horreur. Là, c'est une bonne chose d'agir de ce point de vue-là, d'agir sur cet angle-là. Même si c'est un peu tard quand c'est une vidéo qui vient du gouvernement, parce que pour ceux qui sont déjà dans le processus, ils sont déjà suffisamment paranoïaques, ils sont déjà suffisamment dans l'entraînement, qui considèrent que de toute façon, tout ce qui émane du pouvoir d'un ministère ou autre fait d'emblée partie du complot. Donc c'est déjà foutu. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens, pour ceux qui sont pas encore. Pourquoi? Parce qu'on s'inscrit sur un marché global de la terreur, qui ne fonctionne et qui n'est efficace, pour reprendre l'expression d'un collègue, Arjuna Padurai, un anthropologue américain, pour reprendre l'expression de géographie de la colère. C'est-à-dire que ça ne fonctionne que dans la géographie de la colère. C'est-à-dire que Daesh a besoin de la géographie de la colère. Absolument un besoin vital. Or, le truc, c'est qu'aujourd'hui, un des lieux stratégiques de la géographie de la colère, malheureusement, c'est l'Europe. Et c'est pour ça qu'il y a du client. Il y a des clients potentiels en Europe. Plus qu'ailleurs, vous avez remarqué qu'on n'entend pas trop parler. Pourtant, maintenant, on est par avion. On n'entend pas trop parler d'Américains qui vont aller se battre sur place. Pourtant, il y a de la frustration. Pourtant, il y a des choses. Mais c'est que l'Europe fonctionne de manière différente depuis le début des années 2000.
Et ceux qui prétendent défendre l'Europe et ses fameuses valeurs immémoriales sont en train de les fouler aux pieds, d'écraser ce qui reste de l'Europe, justement, en mettant en scène son propre anéantissement. C'est quelque chose de très très spécifique à l'Europe. C'est ce que j'explique dans ce populisme qui vient. C'est quelque chose de très très spécifique à l'Europe. C'est ce développement du populisme européen qui n'existe pas aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est que le populisme? Le populisme, c'est la mise en scène d'un danger tellement imminent, tellement impérieux, tellement monstrueux que personne ne le voit concrètement. La globalisation, le capitalisme, le monde libéral, néolibéral, etc., qui nous entoure, etc. La France, avec le reste de l'Europe, est l'endroit au monde où tous les sondages nous montrent que chaque fois qu'on interroge les Français, il y a une écrasante majorité de Français qui se représentent la globalisation comme étant une horreur, comme étant l'ennemi absolu, comme étant négatif. Plus qu'en Afrique subsaharienne, alors qu'on a quand même plus les moyens de résister à la globalisation en France qu'en Afrique subsaharienne. Encore une fois, je ne parle pas de pour ou de contre. C'est pas la question, c'est pas ma question aujourd'hui. Je veux dire, ça révèle quelque chose, ce sentiment d'être encerclé qu'ont les Européens depuis le début des années 2000. Je vous rappelle que l'Union européenne, c'est toujours le premier produit intérieur brut de la planète, peut-être plus pour longtemps, à force de connaître. Mais c'est toujours le cas. Et pourtant, c'est l'endroit qui se sent encerclé par excellence. C'est un des endroits au monde où il y a le moins d'immigration, beaucoup moins qu'aux États-Unis. En France, il y a moins d'immigration. Il y a moins d'immigration, c'est les chiffres, je suis désolé, il y a moins d'immigration qu'en Allemagne, par exemple. Alors que Marine Le Pen, elle dit qu'il faudrait prendre exemple sur Angela Merkel. Ben, prenons exemple sur Angela Merkel, alors on fait rentrer les Turcs Je suis désolé, c'est les chiffres. Alors oui, c'est des chiffres truqués, on voit bien, ça c'est des sociaux gauchos, je sais pas quoi, etc. On dit les idiots utiles, c'est truqué, c'est forcément, c'est truqué, mais c'est pas truqué. Parce que oui, mais c'est toute l'entrée, c'est l'immigration illégale. Mais je vous signale que l'immigration illégale, on en tient compte, vous savez pourquoi? Parce que l'essentiel de l'immigration illégale, c'est pas les 3 types qui passent sur des radeaux. Ça représente rien à l'échelle de 60 millions d'habitants. Il faut quand même un peu... L'immigration, parce que je l'ai tellement entendu là-dessus, l'immigration illégale, elle est comptabilisée, vous savez comment? Parce que l'essentiel de l'immigration illégale, c'est seulement des gens qui ne renouvellent pas leur visa, qui restent sur place. Donc elle est comptabilisée, puisqu'on sait qu'ils sont rentrés, on sait. Et donc on a des chiffres, on a un chiffrage. Et le chiffrage, il n'est pas fort du tout. Depuis les années 30, il y a eu une évolution qui est infime. Et par rapport à la croissance de la population et ce qui est devenu la globalisation, on peut dire que les flux humains sont les flux les plus faibles parmi les 3 types de flux que j'évoquais. Parce qu'ils sont l'objet d'une résistance particulière des jeux de visa et de tout ce que vous voulez, et justement de la peur de l'hybridation culturelle, de la disparition de notre identité, c'est-à-dire qu'on ne serait plus, au sens propre, identique à ce qu'on a été. Je vous annonce une nouvelle au cas où vous ne le sauriez pas. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, vous ne serez pas identique à ce que vous avez été. C'est impossible. Le problème, c'est que l'Europe, et c'est là où finalement je reparlerai de la situation globale ensuite, le problème c'est que l'Europe, ça c'est ce que je montre dans le mythe de l'islamisation, ce qui s'est passé, ça signifie un peu, c'est que l'Europe a été le centre de gravité de l'humanité. Et que c'est une singularité historique. Qu'on le veuille ou non, c'est une singularité historique. On peut en avoir honte ou en être fier, suivant la position dans laquelle je ne prends même pas position là-dessus. Il faut vraiment que vous compreniez que je ne prends réellement pas position. J'en ai marre de ces jeux de position. On sait d'où il parle, ce qu'il fait, ce qu'il dit, il y en a marre de ces conneries dans notre situation actuelle. C'est que l'Europe a été le centre de gravité de l'humanité. Ça veut dire qu'elle a été le centre de gravité de l'humanité, ça veut dire que le processus de colonisation, ce n'est pas une guerre comme une autre. Ce n'est pas un empire qui prend un autre empire. Ça ne fonctionne pas de la même manière. La colonisation européenne, avant d'être une colonisation, et plus profondément que d'être une colonisation politique, économique et militaire, c'est une colonisation symbolique. Ce qui est beaucoup plus profond, c'est la colonisation des désirs à l'échelle planétaire. Ça veut dire que même ceux qui sont à l'autre bout de la planète, les Chinois, même lorsqu'ils entendent défendre plus que tout ce qu'ils appellent leur culture, en réalité, sans même s'en rendre compte, ils l'ont eux-mêmes folklorisé, leur culture. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à distance de leur culture dans la manière même de la protéger. Et ils ont adhéré
au sens non pas d'adhésion, mais d'adhérence, sans même s'en rendre compte, à ce qu'est l'Europe. C'est-à-dire que ceux qui vont défendre le plus virulemment leur culture chinoise, leur identité chinoise, at the end of the day, comme disent les Anglais, ils vont quand même faire, s'ils font faire de la musique à leurs enfants, ils leur feront faire ce qu'ils appellent eux-mêmes de la musique classique, c'est-à-dire Beethoven ou Berlioz, pour faire plus français. C'est l'endroit où on vend le plus de pianos au monde. Ce n'est pas un instrument spécifiquement chinois à l'origine. Ça veut dire que c'était pareil avec la culture shinto, c'était pareil sur l'ensemble de la planète. Ce qu'a fait l'Europe, au sens propre, au sens de la physique, c'est que l'Europe a satellisé la planète. Ça veut dire quoi, satelliser les autres cultures? Satelliser, j'emploie exprès le mot satelliser, parce que qu'est-ce que c'est qu'un satellite? Un satellite, c'est un objet, donc là on va dire une culture, sur laquelle s'exerce une force d'attraction, c'est-à-dire les autres cultures sont attirées par l'Europe comme étant un absolu, comme étant un idéal, ne serait-ce que dans la manière de s'habiller, les avions, les finances, etc., tout ce que vous voulez. Et en même temps, de répulsion. Et quand on est en même temps avec une sorte d'équilibre, précaire, mais d'équilibre entre répulsion et attraction, on est satellisé. C'est-à-dire qu'on suit le rythme, on est à distance. Le fait d'être satellite, c'est à la fois la poussée, à la fois. L'Europe a donc satellisé les cultures planétaires, qui se sont elles-mêmes auto-folklorisées, auto-mises à distance d'elles-mêmes, dans un rapport complexe, et un rapport complexe au sens de complexer, soit un sentiment de supériorité pour résister au sentiment d'humiliation, donc avec le désir d'en découdre, avec ce que certains auteurs ont appelé l'occidentalisme, la vue de l'Occident comme étant forcément le mal, justement parce que finalement on le désire trop, l'Occident qui nous écrase, soit dans un désir, pour le coup, d'un désir pur, un désir d'attraction, de vouloir étudier en Occident, de vouloir être européen, de vouloir. Jusqu'au rapport à l'apparence esthétique, jusqu'au rapport à la couleur de la peau. Puisqu'on parle de la Chine, si vous voulez vivre, si vous êtes blanc, européen, caucasien comme on dit, et que vous voulez vivre gratos en Chine, c'est facile, vous devenez Malcolm, même si vous êtes plutôt moche pour la moyenne. J'ai un ami qui a fait ça. Parce que ça veut dire qu'on est dans un rapport de ce qu'est l'idéal, y compris l'idéal esthétique, qui a été imposé à l'échelle de la planète. C'est ceux-là même qui y résistent et qui sont dans un rapport complexe, et deux complexes vis-à-vis de ça. C'est ça l'Europe. C'est ça ce qu'a fait l'Europe à l'échelle de la planète. Alors évidemment, ça a des conséquences. Et ça a eu des conséquences directement dans le monde dit arabo-musulman. Pourquoi? Parce que le monde arabo-musulman, c'est celui qui est directement en face. Et c'est celui avec lequel il y avait un équilibre relatif jusqu'à l'extrême fin du XVIIIe siècle. Jusqu'à l'extrême fin du XVIIIe siècle, il y avait un équilibre des forces en présence. Il pouvait y avoir une forme de haine, il pouvait y avoir de la vindication, les gens pouvaient être vindicatifs, pouvaient s'opposer, mais globalement, ça se tenait. Il y avait un rapport de force. À partir de la fin du XVIIIe siècle, il n'y a plus de rapport de force parce qu'il n'y a plus de rapport. Il y a un écrasement de la culture occidentale qui, en raison aussi de sa technologie, est, point final, supérieure. Elle écrase systématiquement tout ce qui est sur son passage. Encore une fois, je ne prends pas parti en disant, et ça commence, on va dire une date que je donne dans le mythe, c'est 1799. Est-ce que c'est 1799 ? 1799, c'est l'entrée de Napoléon au Caire. À partir de l'entrée de Napoléon au Caire, toutes les batailles dans le monde arabo-musulman vont être perdues. Mais perdues au sens, c'est-à-dire, c'est même pas joué. C'est-à-dire que les armées européennes arrivent, c'est même pas de la guerre. C'est fini. C'est terminé. Il y a une telle rationalisation avec l'explosion technologique que ça n'entre même pas en ligne de compte. D'ailleurs, l'équivalent de l'occidentalisme, la vue d'un Occident essentialisé de l'autre côté de la Méditerranée, qui peut être soit l'objet d'une attraction faramineuse, soit l'objet d'une haine tout aussi intense, eh bien en sens inverse, ça sera ce qu'on appelle l'orientalisme. Une vision condescendante, mais où on a le sentiment qu'on ne peut pas avoir peur de ces gens, de toute façon on n'est même pas, c'est une domination qui est telle que de toute façon elle ne se réfléchit même pas, d'ailleurs on leur laisse la liberté de faire ce qu'ils veulent, on les trouve bons, qui se rhabillent comme ils veulent, justement tout ça exotique. Les tapis persans,
Sherazade, enfin même l'islam, qu'est-ce que c'est sympathique. Et on va vivre dans ce rapport-là. Sauf que, fin du 19e siècle, ça va, on est bien. Impeccable. Chapeau colonial. Enquête du genre Agatha Christie, vous savez, sur le Nil. Beaucoup de choses qui sont... on fait ce que, jadis à la Renaissance, les artistes appelaient le grand tour. C'est ce qu'a fait le mot tourisme d'ailleurs, ensuite. C'est-à-dire qu'on va regarder des différents contextes. Qu'est-ce que c'est beau ici? Sauf que jadis on le faisait à l'échelle de l'Europe, là on fait à l'échelle du monde, qui est une sorte de grand musée magnifique. C'est ce que j'appelle la grande époque des zoologues de la culture. C'est-à-dire ces gens qui vont regarder, qui vont s'étonner des cultures, comme on s'étonnerait des bonobos qui sont merveilleux en Afrique. Ils vont dire que c'est extraordinaire, ils vont une sorte de fascination, mais la culture japonaise, mais qu'est-ce que c'est beau, ils sont beaux avec leurs kimonos. Mais surtout, n'abandonnez pas vos kimonos, vous êtes tellement beaux. N'abandonnez pas, ce panier africain, quel délice. Oh, ben moi j'ai essayé de danser aussi un peu comme ça. Oui, c'était ça l'Européen. Un peu ça aussi encore, on a tourisme d'aventure, machin, etc. La planète qui devient une sorte de grand musée merveilleux avec tous ces gens qui sont là derrière des vitres. Et c'est qu'au bout d'un moment, les gens derrière les vitres, ça finit par avoir des effets, quoi. Voilà, je veux dire, c'est pas à dessécher. Donc il va y avoir un écrasement moral de ce côté-là. En contrepartie, cette espèce d'orientalisme, cette vision condescendante, sympathique. Et puis c'est le premier conflit mondial, 14-18. Alors là, rien ne va pas. Enfin, ça commence un peu, elle est très bien. Parce qu'à ce moment-là, l'Europe perd sa prééminence militaire. Elle est obligée de faire appel à l'Issus. Ils se tapent entre eux. Ah ben, c'est encore le centre du monde. La preuve, globalement, 14-18, c'est une des guerres les plus ravageuses, jusqu'à 14-18, c'est la guerre la plus ravageuse de l'histoire de l'humanité. Néanmoins, même s'il y a des alliés sur la surface du globe, c'était encore le cas pendant la guerre en Irak, pourtant on a dit c'est la guerre en Irak, on n'a pas dit c'est une guerre mondiale. Pourtant là on dit c'est une guerre mondiale, pourtant c'est en Europe. Ça veut bien dire que l'Europe, c'est le monde. Après on va dire seconde guerre mondiale, c'est toujours en Europe. D'accord, il y a au Japon 2-3 petites choses, mais on va dire c'est la guerre mondiale. Oui, sauf qu'aux États-Unis, ils sont en guerre, mais ça va, on peut se balader dans les rues de New York, tranquille. Ah, c'est la Seconde Guerre mondiale. Je suis persuadé que si aujourd'hui on avait le même type de conflit, en Europe, on ne dirait pas que c'est la Troisième Guerre mondiale. L'Europe, la Troisième Guerre mondiale, c'est en Europe. Donc rien ne va plus. Première Guerre mondiale, perte de la prééminence militaire, on doit demander de l'aide aux Américains, et ça devient compliqué. Mais quand même, il y a la belle époque, puis le Front populaire, et puis toute une série de choses, il y a l'entre-deux-guerres, c'est pas si mal que ça. On a envie que ça dure. It is peace for our time. Vous savez, le Chamberlain et Daladier qui se réunissent pour dire la veille, juste avant qu'Hitler prenne le pouvoir, non, même pas juste avant qu'Hitler prenne le pouvoir, juste avant qu'Hitler envahisse. Non, mais non, ça va, on va être sympa avec Hitler, c'est un type cool finalement, il ne faut pas charrier. Là encore, peace for our time. Nous, on s'en souvient de Chamberlain qui disait ça, juste au moment où ça allait éclater. Pourquoi les hommes politiques du genre. Donc rien ne va plus du point de vue militaire. Second conflit, soi-disant mondial, alors là, c'est pire que tout. Perte de la prééminence économique. Perte de la prééminence économique parce que là, on a le dollar qui devient la monnaie mondiale au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et non seulement qui devient la monnaie mondiale, mais en plus, qui va devoir nous aider à nous reconstruire, le plan Marshall. Et vraiment, on a perdu la prééminence économique dans ce second conflit mondial. Puisqu'on a perdu la main sur l'unité monétaire planétaire. Et on en supporte encore les conséquences aujourd'hui. Les Américains qui, par la planche à billets, financent leur déficit, qui peut être un déficit abyssal. C'est pas grave, de toute façon, c'est financé par la planche à billets. Comme aujourd'hui, 82% des échanges mondiaux se font en dollars, aucun problème. On peut même aller envahir des gens qui payent pour qu'on les envahisse. Puisque eux-mêmes payent en dollars. Ce qui est quand même le luxe ultime. C'est extraordinaire. C'est presque la beauté du geste.
Et donc l'Europe va quand même subsister entre le second conflit mondial et le début des années 2000, dans une situation que j'appelle la situation du psychanalyste global. Parce que d'un côté, on a la prééminence américaine, matérielle, claire, militaire, clairement, économiquement, très claire. Et donc, c'est une sorte de paternalisme américain avec les porte-avions qui circulent un peu partout pour voir si les gens se comportent bien, si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est... Et puis en face, on a le tiers-monde infantilisé. Et comme toute infantilisation se traduit par à la fois un désir d'aller renverser le père, ou en même temps une admiration pour le père, les deux à la fois. Et quand l'un est très intense, l'autre prend le dessus et se renverser très très vite, donc c'est instable. Et au milieu, on a l'Europe qui joue le psychanalyse global, qui met tout le monde sur le divan, qui donne des leçons d'humanitarisme. Et qui arrive à garder cette position de conscience morale de la planète, qui est quand même finalement assez confortable. Parce qu'elle reste admirée par les États-Unis, elle reste vraiment le partenaire privilégié. Sauf que, pour moi, le moment où, cette fois, elle perd l'essentiel, c'est-à-dire sa prééminence symbolique, ce qui fait que l'Europe était le centre d'attraction, c'est le début des années 2000. Et là, rien ne va plus au début des années 2000. 2003, conflit irakien, pour la première fois, ceux qui sont la première puissance américaine, les Américains, vont en Irak, mais ils ne demandent pas vraiment leur avis aux autres. Si vous voulez venir, venez. Il y en a qui viendront. Il n'y a aucun problème, sauf que, de toute façon, vous nous coûtez trop cher, vous n'avez même pas la logistique, vous ne vous entendez pas entre eux, vous êtes des petits, en gros, vous êtes des petits Italiens qui sont renfermés sur leur passé. Qu'est-ce que c'est maintenant que la France par rapport... C'est plus intéressant pour nous de négocier, de discuter avec un pays de 1,3 milliard d'habitants comme la Chine, ou de plus d'1 milliard comme l'Inde, ou même du Brésil, qui est notre voisin, qui est un pays beaucoup plus dynamique. Vous n'êtes pas foutus même de vous entendre. Vous n'êtes pas foutus d'avoir une politique commune, vous n'êtes pas foutus de prendre des décisions, vous n'êtes pas foutus d'avoir une armée qui vaille le coup. Donc en gros, vous nous coûtez. De notre côté, vous êtes nos alliés, vous venez, vous n'êtes pas, c'est pas grave. Et là, vous allez voir qu'à partir de cette période, il va y avoir le développement d'une sorte de complexe européen, c'est-à-dire un renversement du sens de l'histoire, où cette fois, ce sont les Européens qui vont être narcissiquement blessés, et pas ceux qui vous avaient blessés. C'est les Européens qui vont se vivre dans une scène paranoïaque en se représentant tous les autres comme étant plus forts qu'eux, même si ce sont des minorités, même si ils ont l'air d'être faibles, en fait ils sont plus forts. Et peut-être même que leur faiblesse est le ressort secret de leur force, ils font exprès de faire les faibles. C'est ce qu'on va trouver avec les Roms, par exemple. Quand on voit que le maximum, on va dire, c'est entre 15 000 et 20 000 Roms en France, je veux bien croire que c'est un problème, mais je ne dis pas le contraire. C'est même pas le sujet. Mais quand on entend la maire actuelle de Paris, Hidalgo, qui avait dit pendant la campagne électorale, si on continue comme ça, Paris va devenir un gigantesque camp Rome, il ne faut quand même pas charrier sur un pays de 60 millions d'habitants, c'est quand même pas 20 000 personnes qui vont bouleverser. Et puis même s'ils déferlaient massivement, alors qu'après il faille des régulations, enfin c'est autre chose, c'est un autre sujet. Mais le fait de se sentir encerclé par des gens, pour parler comme ma mère, qui sont trois pelés et un tondu, et de se sentir véritablement encerclé, c'est quand même un problème, du point de vue de la psychologie collective. Donc oui, effectivement, perte de prééminence symbolique, c'est-à-dire les Européens n'arrivent plus à raconter leur grandeur passée, parce que, tout simplement, les autres ne la voient plus. Et dans la mise en scène de nos individualités, que ce soit une individualité individuelle ou même collective, on a besoin du regard des autres, parce que sinon on se sent humilié. Si moi je fais le prof d'universitaire et que je vois dans votre regard que vous êtes tous comme ça, ce qui arrive parfois, d'ailleurs j'arrête, ça arrive dans mon cours. Quand il y a un étudiant, et je suis un peu parano aussi, quand il y a un étudiant qui fait ce que je déteste le plus que tout, ce que je déteste, c'est ce truc-là. Moi j'arrête immédiatement, je lui demande ce qu'il a, et puis on en discute, puis on voit si effectivement on peut discuter. Ben, c'est un peu comme si les Européens, par exemple la France, et l'exception française, chantaient toute la journée son exception. L'exception française, la France c'est quand même pas pareil, de la culture, exception. C'est tellement exceptionnel cette exception française, que tellement qu'on a, etc. Et puis,
Sur le reste de la planète, ils regardent, ils font... Ils sont gentils. C'est vrai que pour le week-end, c'est pas mal d'aller à Paris. Arles, c'est sympa, il y a la corrida, il y a des petits trucs qui sont bien, les Américains viennent, ils trouvent ça. Ah bah oui, aussi, tiens, Marseille, ils ont le musée. C'est vrai que c'est un joli musée, là. C'est pas mal d'y aller de temps en temps. Pour le week-end, hein, ça va, parce que quand on fait des choses sérieuses, peut-être qu'il faut... Et alors là, c'est mal apprécié. D'ailleurs, déferlement de débats plus absurdes les uns que les autres sur l'identité nationale. Qu'est-ce que c'est que l'identité nationale? L'identité nationale, alors en France, avec un site, le site de l'identité nationale, sur le site. Là, pour le coup, le regard des extraterrestres, si les extraterrestres regardaient, qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi ce truc? Parce que l'identité, ça ne se réfléchit pas. Moi, quand j'étais petit, que j'allais en Italie, d'un seul coup, parce que j'avais une sorte de, justement, de sentiment d'identité nationale, mais je ne la réfléchissais pas. J'allais en Italie, puis tout le monde disait l'Italie c'est merveilleux, etc. Et moi je dis, ouais, les routes en Italie, elles sont plus petites, plus biscornues. Quand on arrive du côté, déjà quand on commence à s'approcher du côté de Menton, on sent que c'est pas pareil. Puis quand je revenais en France, les autoroutes avec les panneaux bleus, les trucs. Aujourd'hui, ça ne me le fait plus. C'est pas parce qu'on va faire un site sur le site du ministère de l'Intérieur que ça va changer quelque chose. Hein. Surtout quand c'est des incultes qui connaissent rien à la réalité de l'histoire de l'identité nationale française, qui font le site et qui mettent des gens comme Rousseau, qui se trouvait être suisse, avoir été exclu de France, comme étant le cœur de l'identité nationale, en disant voilà, vous allez lire Rousseau, ben alors il faudrait le lire. Camarade énarque, lorsque tu mets Rousseau, parce que moi les confessions, je les connais par cœur, je peux te dire que le rapport à la France, il est complexe hein, chez Rousseau. Il n'a pas trouvé ça très sympa ce qu'on lui a fait en France. Voltaire, lui aussi, qui a dû quand même aller... Alors ça serait ça, il y a 7 ans. Victor Hugo, qui était pour une civilisation universelle, donc l'identité européenne, à la limite européenne, mais alors l'identité française, nationale, c'est bizarre, hein, ces gens qui nous essayent de nous restituer l'identité nationale à partir de gens qui ont, dès l'origine, cherché à la nier. C'est quand même mal connaître l'identité nationale. C'est un peu comme les gens qui veulent défendre la laïcité, qui n'ont pas lu une ligne de la loi de 1905. Hein, comment? Ben non, c'est-à-dire que quand je parle de quelque chose, j'ai pas tout lu, mais quand je parle de quelque chose, je le lis. C'est ça. Ah ben tout à... Ah non, pas après, sûrement. Mais il y a plein de gens qui font comme vous. Qui font comme ça? Ben, il y a beaucoup de gens qui parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. C'est un peu à ça que ça sert la sélection à l'université. Faire en sorte que les gens ne soient pas sélectionnés en fonction de leurs préjugés ou de ce qu'ils prétendent savoir, mais en fonction de ce qu'ils prouvent qu'ils savent. C'est ça, c'est la seule différence. Il n'y a pas de différence. Mais c'est tout. C'est-à-dire que la loi de 1905, tout le monde en parle. Moi, j'ai pu constater à plusieurs reprises, dans des émissions de télévision, que même un ministre de la Culture, qui prétendait vouloir la toiletter, il ne savait pas ce qu'il y avait dedans. J'en suis désolé. Et moi, effectivement, je l'avais lu, pas parce que je sais tout et que je lis tout, mais parce que je prends préalablement la précaution de lire et de savoir de quoi je parle lorsque je décide d'en parler. C'est simple, non? Je ne vois pas ce que vous voulez dire, monsieur, parce que c'est facile. Allez-y, allez-y, monsieur. Quand vous attaquez, par exemple, ne serait-ce que des opposants comme Riposte Laïque, vous lisez que superficiellement. Moi, je ne lis pas superficiellement Riposte Laïque. Je ne lis pas superficiellement Riposte Laïque. Si vous voulez, on peut parler dans le détail de Riposte Laïque. Sur les caricatures, vous ne prenez même pas la peine d'étudier ou de citer les 2 personnes qui ont fait l'étude sur les caricatures danoises, dont celle de Fabrice Adèle Marseille. On pourra en discuter dans le détail, mais Riposte Laïque, c'est tellement un épiphénomène, ils sont tellement la caricature d'eux-mêmes que finalement je ne crois pas qu'on puisse aller plus loin que ça. Mais on pourra en discuter si vous voulez dans le détail. Moi ça ne me dérange pas. Je leur ai proposé, lorsqu'il y avait à un moment donné des débats, parce que j'avais été invité par des associations musulmanes, j'ai demandé à l'association musulmane d'inviter les gens de Riposte Laïque. Jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas voulu venir discuter avec moi. Moi je suis prêt qu'ils viennent quand ils veulent. On les défend pas. Ah, mais vous avez l'air de les défendre pourtant. Un peu comme les gens qui disent que finalement Marine Le Pen, elles n'ont pas les choses finales. C'est un peu comme ça. Même avec ses adversaires, on peut laissez-le finir Mais son bien entendu. exposé d'abord. Est-ce qu'on peut Bien entendu. laissez-le finir son Tout à fait exposé d'accord. avec Riposte Laïque? Moi aussi, j'ai beaucoup à dire sur Riposte Laïque. On sait, ils sont racistes. Voilà, je vous le dis. Ah, mais ça, ils sont racistes, Laissez-le terminer. c'est sûr. Ils sont racistes, ils ne sont pas républicains, Riposte Laïque. Donc laissez-le terminer. Ah, je vous dirais une anecdote sur Riposte Laïque qui est très drôle. Laissez terminer. Je vous dirais juste une anecdote sur Riposte Laïque, puisque j'avais été témoin de la Ligue des droits de l'homme à un procès à la chambre correctionnelle, à je ne sais plus combien, chambre correctionnelle à Paris, qui était avec Riposte Laïque. Et je vous dirai ce qu'a dit le représentant de Riposte Laïque, ce qui était assez drôle, puisque je n'ai même plus rien eu à dire pour que la décision soit faite. Tellement ce qu'il disait était raciste. Sans même qu'ils s'en rendent compte, ce qui est encore plus grave. Exactement. Ils ont été condamnés.
Donc, en tout cas, non mais ça va, c'est ça la caractéristique de notre société actuelle. Est-ce qu'on en était où avant le... Voilà. Alors l'identité nationale, c'est partout, on l'a vu à peu près partout, parce qu'il y a une perte de prééminence, et donc on est obligé de réfléchir à ce qui va plus de soi. Parce qu'on a le sentiment qu'on n'est plus identique à ce qu'on a été, puis on réalise d'un seul coup, on dit, qu'est-ce qui se passe, je suis identique à ce que j'ai été. Donc on projette, et comme on ne comprend pas bien ce qui est en train de se passer, on essaye une multitude de stratégies. Une des stratégies, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas d'être une Europe forte. Donc c'est les débats sur la question de la fédéralisation de l'Europe, de la Constitution européenne. Mais ça ne marche pas. Par contre, qu'on n'y arrive pas, parce que personne n'arrive à s'entendre, tout le monde reste sur son quant à lui, les identités, les fameuses nations se refusent à abandonner ce qu'elles appellent leur souveraineté, ce qui serait soi-disant un grand malheur, et donc elles se retranchent sur elles-mêmes, et c'est même pire qu'avant. Ça devient même pire qu'avant. On se met à haïr la globalisation. Je vous disais, tous les sondages montrent que la globalisation, c'est devenu un des thèmes fondamentaux du Front National, la globalisation. Ce qui n'était pas le cas du discours de Jean-Marie Le Pen. C'est devenu l'anticapitalisme aussi, le discours de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, il était pour presque même abolir l'impôt sur le revenu, donc c'était une sorte de libéralisme nationaliste, dans cette tradition française de valoriser le petit commerçant, etc. Aujourd'hui, non, c'est plus ça. C'est autre chose qui se passe. Et on a l'émergence, partout en Europe, de partis populistes. Qu'est-ce que ça veut dire populisme? Parce que je ne veux pas employer le mot populisme comme quelque chose de vague, comme on le fait aujourd'hui, pour qu'on me fasse un faux procès. Le populisme, ce n'est pas de la démagogie. La démagogie, c'est ce qu'on trouve dans toutes les démocraties représentatives. C'est-à-dire que tout le monde, la plupart des hommes politiques, dans les démocraties dites représentatives, essayent de caresser le maximum de gens dans le sens du poil pour être élus. Il n'y a rien de plus banal que ça. Démagogie, c'est ça. Voilà, ils sont tous les magos. Même s'ils essayent de ne pas l'être, pas longtemps, paf, ça. Chassé naturel, ils reviennent au galop, on a toujours un peu de mal. 2, ce n'est pas ce que dit Jean-Luc Mélenchon, qui se gargarisait d'être populiste et que ce soit positif. Ce n'est pas être proche du peuple. Populisme, c'est pas être proche du peuple. Si, il a dit à un moment. À un moment, il disait même, à un moment, il a même dit, et j'en ai parlé comment on appelle ça, après, il s'est récrié, je suis d'accord. Non, mais après, il s'est récrié. Mais moi, je vous renvoie à un article qu'il a écrit dans la Revue de Défense Nationale, où il parle du peuple et de la restauration de la souveraineté nationale de la France, etc., qui a des accents qui sont assez étonnants. C'est un article publié dans la Revue de Défense Nationale, écrit par Jean-Luc Mélenchon. C'est réel, c'est écrit noir sur blanc, c'est pas moi qui l'invente. Et je le cite dans le livre, à la page, tous les détails. Non, mais je vous dis, voilà, moi non, je suis ni l'un ni l'autre, je constate. Donc ce n'est pas non plus être proche du peuple. Le populisme, c'est cette espèce d'individu qui parle au nom du peuple, ce qui n'est pas pareil. Et il parle au nom du peuple total, donc ce faisant, il peut s'asseoir dessus. Puisque il est supposé être directement lié au peuple, séminalement, mystiquement au peuple. Le problème, c'est pas qu'il y ait des populistes, parce qu'il y en a toujours eu des hommes politiques qui faisaient ce jeu. C'est que ça se mette à marcher. C'est-à-dire qu'il y ait en face une majorité d'individus qui aient le sentiment que seuls ces hommes peuvent nous représenter, parce que tout le reste du système est pourri. Et ça marche quand on est dans une mise en scène sociale, collective, particulière, où on a pour personnage principal une sorte de peuple fantomatique, qui est une sorte de tout, qui n'est plus le peuple des classes sociales, comme on peut le trouver dans le marxisme, qui n'est plus la droite et la gauche, etc., mais qui est une sorte de peuple général, dans lequel tout le monde peut se retrouver parce qu'on est agressé émotionnellement, et les programmes rationnels disparaissent au profit de ce sentiment. Et on a une nouvelle classe d'hommes politiques qui, lorsqu'ils sont à droite, moi j'appelle des réactionnaires progressistes, par exemple Marine Le Pen, c'est-à-dire que d'un seul coup, elle va utiliser une valeur qui est supposée être une valeur progressiste, qui est la laïcité, et elle va dire qu'elle veut défendre la laïcité. Mais ce faisant, elle l'a préalablement vidée de son contenu juridique précis, on y reviendra, pour en faire un patrimoine à défendre, comme on défendrait le château de Versailles.
parce que c'est un patrimoine national. Mais ce faisant, comme le château de Versailles, on l'a fait visiter, mais on ne l'habite plus. Et donc c'est ça le grand succès de la laïcité aujourd'hui, parce que c'est supposé être la valeur. Et puis, à gauche, vous allez avoir des gens comme Manuel Valls ou d'autres, pas seulement parce que lui, il est un peu caricatural de cette position-là, qui vont dire, qui sont des hommes de progrès, mais en fait ce sont eux les progressistes réactionnaires. Et quand on a des réactionnaires progressistes face à des progressistes réactionnaires, on se dit quel est leur programme de ces gens? En fait, c'est pas le programme qui compte, c'est l'émotion, c'est-à-dire le sentiment de l'encerclement. Rien ne va plus, c'est la guerre, sentiment d'urgence, tout s'effondre. Et le vrai peuple est en danger, parce que dans le populisme, il y a toujours l'idée du vrai peuple. Et pour mettre en péril le vrai peuple, il faut forcément qu'il y ait des faux peuples. C'est-à-dire des gens qui prétendent être du peuple, mais qui en fait sont des ennemis de l'intérieur, qui en fait ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Comment on fait pour les trouver? Alors on peut les trouver par la couleur de la peau, on peut les trouver par une multitude de manières, sauf qu'il n'est plus permis d'être raciste aujourd'hui. Officiel. C'est plus un truc officiel qui est bien porté. Dans les années 20, 30, c'était très très bien porté. Un truc normal. C'était à la mode. Là aujourd'hui c'est mal porté. Donc résultat, on a transféré le rapport à la race dans le rapport à la culture. Et là, tout va bien. Puisqu'on sait seulement défendre une culture. Et ce qu'on défend, c'est tout. C'est-à-dire, pour ceux qui veulent défendre la culture judéo-chrétienne, c'est ça qu'on veut défendre nous. Pour ceux qui veulent défendre la modernité et la laïcité, bah, c'est ça aussi, ça tombe bien, c'est aussi ça qu'on veut défendre. Donc finalement, on va vous défendre vous, en tant que tel. Quel que soit notre programme, c'est vous qu'on défend. C'est ça le populisme. C'est pour ça que, contrairement à ce qu'on dit, aujourd'hui, il n'y a pas extension du domaine de l'extrême droite pour moi. Il y a dissolution de l'extrême droite dans quelque chose de pire, c'est-à-dire le populisme tel qu'il existait dans l'entre-deux-guerres. Avec des variations, évidemment, parce que c'est un populisme que j'appelle liquide, qui fonctionne de manière différente. C'est-à-dire qu'il n'est pas structuré idéologiquement. Il peut changer d'objet très rapidement. Il peut passer sur l'Europe, passer sur ceci, il peut passer dans le cadre du mariage pour tous, on va trouver d'autres ennemis. Et tout le monde est engagé, c'est-à-dire je ne mets même pas les musulmans en dehors du truc. Ça prouve qu'ils sont plus européens qu'européens, c'est des hyper-européens. Sauf que comme ils sont désignés en tant que musulmans, ils réagissent dans la mise en scène, mais dès qu'on laisse passer un peu la mise en scène, immédiatement le réflexe revient et ils défilent dans la rue avec des intégristes catholiques parce qu'eux aussi ils ont le sentiment que leur culture est en danger, la société est en danger, leur mode de vie est en danger. C'est-à-dire qu'il y a une variation à grande vitesse des figures de l'ennemi et de l'objet de ce qui est supposé nous encercler et nous menacer. L'important, c'est qu'il reste le sentiment de la menace. Et pourquoi on est dans cette situation? On est dans cette situation parce que, justement, il y a cette blessure narcissique européenne, que les Européens ne savent pas, ce qu'ils sont en positif, donc ils ont besoin de projeter sur ce qu'ils ne croient ne pas être. Ça va devenir par excellence le musulman. Pourquoi le musulman? Un, d'abord parce qu'il y a la colonisation, et qu'effectivement, il y a beaucoup de ressortissants qui sont des enfants, petits-enfants, petits-petits-enfants d'individus qui vivaient dans des terres coloniales qui étaient à majorité musulmane, et que du coup, on projette sur eux le fait qu'il semble qu'il y ait une colonisation inversée, puisqu'on se représente paranoïaquement comme étant en péril, donc tout est l'objet de péril, donc il y a ça. Et deux, c'est que l'avantage du musulman, qui est extrêmement pratique de ce point de vue-là, c'est qu'il est bicéphale. D'un côté, c'est l'image du sarrasin ennemi multiséculaire de l'Europe judéo-chrétienne. Donc là, on a les consciences réactionnaires qui disent oh, bon sang, mais c'est bien vrai. Donc ça y est, il faut qu'on fasse un truc. C'est pas exactement quoi, donc bonne langue. Et ceux qui sont en face, et l'autre face qui est le musulman, ennemi de la modernité dans tout ce qu'on considère comme étant les valeurs de la modernité, liberté d'expression, le rapport aux femmes, etc., etc., etc. Et à ce moment-là, c'est la conscience progressiste qui, d'un seul coup, dit, bah oui, c'est normal, j'ai raison. Donc le musulman, il est rassembleur. Il est rassembleur en négatif. C'est un négatif, ah c'est fini? C'est ça? Qui est rassembleur. Alors, vous allez me dire, j'essaie d'anticiper sur quelques questions qui souvent n'en sont pas d'ailleurs. Mais c'est normal, on a ces convictions, on a le droit de les avoir. Oui, mais quand même, il y a quelque chose de spécifique avec l'islam. L'islam, il y a quoi de spécifique?
Ah oui, mais le texte à l'origine, je prends ripostaïque, le texte du Coran. Mais allez lire la Bible hébraïque. Parce que par exemple, le texte du Coran, comme moi je suis profondément laïque, je dis ouais voilà, il y a des textes historiques, les gens ils font... Dans la Bible hébraïque, c'est-à-dire le fameux Ancien Testament, par exemple, la polygamie, elle est pratiquée beaucoup plus que dans le Coran, puisque dans le principe, dans le Coran, c'est la limité. Alors que c'est illimité. Le principe, c'est limité. Après, on pourrait parler de l'héritage, tout ce qui est dit d'habitude, et toute une série de choses. Mais ça ne changerait rien que oui, c'est un texte. Voilà, c'est tout. Mais qu'il y a des gens qui disent, que eux, ils n'interprètent pas comme ça. Au même titre qu'il y a des juifs qui disent que eux, ils n'interprètent pas comme ça. Au même titre qu'il y a des chrétiens qui disent que non, ils ne vont pas revenir à l'Inquisition, que ce qui compte, c'est la charité chrétienne. Moi, en tant que sociologue, j'écoute ce que me disent les gens et je regarde leurs pratiques. Et je ne les juge pas autrement. Parce que c'est ça le principe de la modernité. Je vais finir par là, pour le coup. C'est ça le principe de la modernité. La modernité, c'est quoi? La modernité, c'est en situation de globalisation, où il y a des interactions de plus en plus intenses d'individus qui ont des régimes de vérité différents, tellement différents qu'on n'arrive pas à les rendre compatibles. Donc, à un moment donné, il faut inventer une manière de vivre ensemble. Et cette manière de vivre ensemble, ça va devenir le principe de la modernité, ce qu'on va appeler ensuite la République et toutes ces choses-là, c'est-à-dire on ne va pas prendre position sur l'objet de la foi d'autrui, mais on va prendre position sur une seule chose. On n'a pas le droit, quelle que soit sa foi, ses convictions ou sa non-foi, de porter atteinte à l'intégrité physique et morale des personnes et des biens. Des biens parce que c'était aussi une révolution bourgeoise. Et le droit de propriété est extrêmement important. Et donc, de porter atteinte à l'intégrité physique. Intégrité physique, ça veut dire, effectivement, pas de prosélytisme violent. Il faut que la nature du prosélytisme soit violente. Parce que moi, là, ce que je fais, c'est du prosélytisme. La pédagogie, c'est du prosélytisme. Mais le prosélytisme violent, c'est à partir de quand on violente l'individu. Et pas d'intégrité, atteinte à l'intégrité morale. L'atteinte à l'intégrité morale, c'est l'insulte objective. Pourquoi est-ce que le révisionnisme est interdit? Qui est une limite à la liberté d'expression. Moi, je suis d'accord avec cette limite. Pourquoi est-ce que je suis d'accord avec cette limite? Je suis d'accord avec cette limite pour une raison, c'est que c'est une atteinte à l'intégrité morale d'individus qui ont subi cette situation et qui sont encore en vie. C'est-à-dire que même la question du révisionnisme, du rapport à la croix gammée, etc., eh bien, elle devra être rediscutée lorsque toutes les personnes qui ont subi cela seront décédées. C'est-à-dire que l'atteinte à l'intégrité morale, c'est aussi quelque chose de spécifique, on ne dit pas n'importe quoi, et qui se manifeste dans la République française à travers un principe qu'on appelle l'ordre public, tranquillité, salubrité, sécurité publique. En dehors de ce principe, on n'a pas le droit de limiter la liberté d'autrui. C'est là-dessus qu'est fondée la République. Donc quand aujourd'hui, on nous dit, riposte laïque, et même François Hollande, qui pour le coup dit la même chose que riposte laïque, pour moi, vous voyez, je ne fais pas une grande différence, qu'il faudrait que la neutralité s'impose à l'ensemble de l'espace public, j'aimerais quand même que vous réalisiez à quel point, du point de vue logique, c'est parfaitement absurde. C'est-à-dire que la neutralité, c'est la neutralité des représentants du public, justement pour permettre la multiplicité des expressions dans un espace public qui est le produit direct de 1789, c'est-à-dire un espace public d'expression de ces différences, qu'elles soient politiques, qu'elles soient ethno-culturelles, qu'elles soient même religieuses. Et la loi de 1905 est l'application directe de ce principe, c'est-à-dire la mise à égalité, puisque c'est liberté, égalité, fraternité, la mise à égalité des citoyens, quelle que soit leur foi, dans une situation où l'Église catholique avait une prééminence, avec un contrat, des conventions particulières avec l'État, qui sont à partir de là brisées, qui d'ailleurs n'ont pas été complètement, et à mon avis pas suffisamment à un certain niveau, mais qui sont brisées. Et du coup, le principe de la loi de 1905, début du premier paragraphe, c'est de reconnaître la liberté de culte. Et même ensuite de dire que l'État se doit de défendre, de permettre l'égalité dans la pratique religieuse. S'il y a des lieux insalubres, l'État doit permettre que les gens puissent pratiquer leur culte à égalité dans des conditions décentes. Et là, le principe de neutralité qui n'est pas dans la loi de 1905, il apparaît ensuite dans la jurisprudence administrative pour être une garantie supplémentaire du fonctionnement de la loi de 1905. Quelle est l'exception laïque française? Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une exception? Vous allez me dire, c'est pareil qu'ailleurs. Alors, non, l'exception laïque française, c'est pas ce rapport fantasmé au communautarisme qui apparaît dans le début des années 2000. C'est pas du tout ça. L'exception laïque française, c'est que justement, au Royaume-Uni, par exemple, si
un policier qui est un représentant de l'État, c'est-à-dire des pouvoirs publics, demande à porter un turban sikh parce qu'il est sikh, eh bien on peut éventuellement l'autoriser. Parce qu'en réalité, la différence avec le Royaume-Uni, et aujourd'hui ça s'est inversé, c'est qu'au Royaume-Uni, on est moins soucieux de l'influence que pourraient avoir sur les publics les représentants du public. Alors qu'en France, la neutralité des pouvoirs publics, c'est quelque chose d'encore plus important qu'ailleurs, justement parce qu'on est soucieux de l'égalité dans la liberté d'expression des individus. Donc vous voyez bien qu'à partir des années 2000, quand on commence à parler, dans la loi de 2004, sur l'interdiction du simple foulard à l'école, ou d'autres mesures, quand on commence à parler de neutralité des publics, on parle tout simplement de neutralisation, c'est-à-dire qu'on inverse le principe. Je dirais même que c'est une trahison historique. Et c'est une trahison historique qui, en réalité, est instrumentalisée, pour employer un mot qui est souvent employé aujourd'hui, est instrumentalisée par ce nouveau populisme qui existe à l'échelle européenne et qui utilise ce qu'on appelle les valeurs centrales de cohésion. Or, la laïcité en France, c'est une valeur centrale de cohésion. Les gens se reconnaissent dans ça. Donc, mais ceux qui ont le même programme que Marine Le Pen, par exemple, ou en Norvège, il s'appelle comment ? Parti du progrès. Pourquoi ? Parce que le progrès est aussi une valeur centrale de cohésion en Norvège. Au Royaume-Uni, c'est United Kingdom Independence Party, parce que l'indépendance, c'est quelque chose de central dans l'imaginaire britannique. L'idée de l'indépendance du Royaume-Uni qui n'est ni américain, ni européen, qui est vraiment... Et donc, ah non, vous n'êtes plus indépendant. Il faut... Alternative pour l'Allemagne, c'est l'idée d'alternative qui est un concept de gauche. Qui pourtant, eh bien, parti de la liberté en Autriche, justement pour contraindre. Pareil qu'avec la laïcité ici. C'est ça le populisme. Et c'est ça ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est la prise de pouvoir sur nos âmes à travers une mise en scène de guerre culturelle générale dans une situation qui, en réalité, est une situation relativement positive de l'Europe, mais certes, une Europe qui ne peut plus prétendre à être ce qu'elle a été, c'est-à-dire à être le centre de gravité du monde. Et qui, tant qu'elle se retranchera sur ses souverainetés nationales, c'est-à-dire sur des échelles de gouvernance qui ne peuvent plus rien gouverner, eh bien, sera de plus en plus frustrée et donc mettra de plus en plus en scène l'idée de guerre, l'idée fallacieuse de guerre des civilisations, et ce faisant, fera ce qu'elle est en train de faire, c'est-à-dire se suicider.